commencer, on va y aller. Bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce colloque organisé par le CNS sur la notification formalisée aux partenaires. Je vous propose qu'on démarre. Le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé, a accepté d'ouvrir ce colloque, donc je le remercie et je lui laisse immédiatement la parole. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette salle Larocque au ministère des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, cher Patrick Ienni, chers collègues, j'ai beaucoup de collègues dans la salle, donc j'en suis absolument ravi. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de pouvoir vous dire en introduction de ce colloque organisé par le Conseil national du sida et des hépatites virales que la question que vous avez choisie revêt une importance toute particulière pour la Direction générale de la santé et pour le DGS infectiologue que je suis. Une importance particulière car à l'heure où nous avons fait de la prévention une priorité de santé, c'est aussi notre façon de penser le système de santé qui doit évoluer. Et lorsque nous connaissons le contexte des infections sexuellement transmissibles aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous arrêter à ce que nous connaissons déjà, nous nous devons de nous réinterroger et de réinventer. Le contexte est alarmant. Vous le savez, les données de Santé publique France montrent que le nombre du diagnostic d'infection à chlamydier et à gonocoque en 2016 a été multiplié par 3 par rapport aux estimations de l'année 2012. En 2016, le nombre de découvertes de séropositivité pour le VIH est encore estimé à environ 6 000 et ce chiffre est resté stable au moins ces 5 dernières années. C'est beaucoup trop et inacceptable. Près de 27% de ces découvertes d'infection à VIH se font à un stade tardif de l'infection. Là encore, on ne peut le tolérer. Ce sont aussi plus de 50% des personnes vivant avec une hépatite chronique B ou C et 15% des personnes vivant avec le VIH qui ne sont pas dépistées. Notre objectif est évidemment d'améliorer le diagnostic, le dépistage du VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles et surtout de le rendre plus précoce en diversifiant les moyens et les outils. Aujourd'hui, l'offre de dépistage du VIH en France est multiple et repose sur plusieurs dispositifs que nous devons soutenir. Les professionnels de santé, tout d'abord, en ville et dans les hôpitaux, et les laboratoires qui réalisent le dépistage conventionnel, notamment par des examens sérologiques. Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, les CEGID, qui offrent un dépistage gratuit, anonyme ou non anonyme, selon le choix de l'usager. Les associations habilitées, que je salue, à réaliser le dépistage du VIH et du VHC par des tests rapides d'orientation diagnostique, les fameux TROD. Enfin, les autotests pour le VIH commercialisés dans les pharmacies d'officine, avec une mise à disposition gratuite pour certains publics dans les CEGID et les associations habilitées par les agences régionales de santé à réaliser des TROD. Pour autant, le dépistage du VIH, des hépatites virales et des autres infections sexuellement transmissibles doit être intensifié pour les populations les plus exposées afin de réduire la proportion de celles et ceux qui ignorent leur séropositivité ou leur infection et leur permettre de bénéficier d'un traitement le plus rapidement possible. Nous devons également porter un message fort autour de la prévention diversifiée sur la base des avancées scientifiques. Le renforcement du dépistage, le préservatif comme outil de base, le traitement comme prévention. La charge virale indétectable entraîne qu'il n'y a pas de transmission du VIH, il faut le rappeler. L'amélioration de l'appropriation de la prophylaxie pré-exposition, la PrEP, par tous les publics concernés, et le traitement post-exposition, le TPE. Enfin, le Test and Treat, TASP, constitue un enjeu majeur pour contrôler les épidémies et doit permettre d'atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé, 95, 95, 95. Vous connaissez ces objectifs autant que moi. Ils sont prévus aujourd'hui par notre stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030. La notification formalisée aux partenaires a également un intérêt majeur pour les infections sexuellement transmissibles qui bénéficient d'un traitement curatif antibiotique simple. En effet, la notification permettrait de dépister et traiter plus rapidement les partenaires et de casser ainsi la dynamique de ces épidémies.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et des enjeux de santé publique que nous devons relever tous ensemble, il nous appartient de renforcer toutes ces actions de prévention et nos dispositifs d'accès aux soins, de soutenir des politiques innovantes visant à faciliter l'adhésion des différents publics cibles et de lutter contre toutes les formes de rejet et de représentation stigmatisante des personnes séropositives ou contaminées. En effet, les personnes vivant avec le VIH et ou les hépatites virales sont toujours confrontées à de fortes discriminations dans de nombreux domaines de leur vie sociale, qu'il s'agisse du travail, de la santé ou encore de l'acceptation de leur statut sérologique par leur famille, leur entourage ou dans le cadre d'une relation amoureuse. Cette discrimination éloigne parfois les patients du système de soins et hypothèque également leur aptitude à communiquer sur leur maladie avec leurs partenaires. En février 2018, le Conseil national du sida et des hépatites virales a remis à la ministre des Solidarités et de la Santé, ainsi qu'à moi-même, un avis relatif à la notification formalisée du partenaire. La stratégie nationale de santé 2017-2030 promeut l'ensemble de ces nouvelles stratégies de dépistage et prévoit également aussi d'étudier la faisabilité de la notification formalisée aux partenaires. Sur la base de cet avis, nous devons aller plus loin que d'étudier la faisabilité de la notification formalisée. En effet, il s'agit maintenant de pouvoir proposer systématiquement aux patients un accompagnement dans cette démarche lors de la découverte d'une infection sexuellement transmissible. Si l'introduction de la notification formalisée aux partenaires représente un outil de dépistage ultra ciblé, pertinent, dans la mesure où elle optimise les stratégies de dépistage à destination des publics les plus exposés aux infections sexuellement transmissibles, elle doit se faire bien sûr dans le strict respect du secret médical, de la nécessaire confidentialité des données de santé et de la protection de la vie privée des patients et plus largement de l'ensemble des usagers du système de santé. La Direction générale de la santé, sur la base des recommandations du Conseil national du sida, mais sans faire évoluer la réglementation permettant à un professionnel de santé de lever le secret médical pour notifier lui-même, va engager un plan d'action permettant le déploiement de la notification formalisée aux partenaires en priorisant une mise en œuvre à la demande du patient et en préservant son anonymat. La Direction générale de la santé a ainsi saisi la Haute Autorité de santé pour préciser les objectifs et les conditions de réalisation de l'accompagnement personnalisé à la notification formalisée aux partenaires et développer ainsi des outils spécifiques, un référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques. Vos travaux de cet après-midi ne manqueront pas de nourrir notre réflexion collective et contribueront ainsi au plan d'action que nous voulons porter. Je vous souhaite donc de riches échanges et vous remercie de votre accueil et de votre écoute. Bon après-midi. Bien, donc je remercie beaucoup M. Jérôme Salomon de son intervention parce qu'elle témoigne quand même, au-delà d'un intérêt, d'un engagement des pouvoirs publics dans cette direction, ce dont nous sommes évidemment satisfaits au CNS. Et nous suivrons donc les travaux à la fois au niveau du ministère et de la HAS, puisqu'elle a été saisie de cette question. Alors, je voudrais vous dire que dans ce colloque, il y aura deux parties. Une partie qui est une partie d'information, une première partie avec deux présentations. Celle que je vais faire maintenant, puis celle sur les objectifs, l'efficacité de la notification formalisée aux partenaires, puis une intervention de Marie Suzan sur les outils, les modalités, les stratégies de notification aux partenaires. Et à l'issue de ces deux présentations, on essaiera d'éviter de prendre des questions qui ouvrent au débat, dans la mesure où la deuxième partie du colloque sera une partie véritablement interactive, sur laquelle j'espère qu'il y aura beaucoup de débats, avec deux tables rondes qui se succéderont. La première qui sera centrée sur les pratiques actuelles dans le contexte en cours juridique et ordinal, et la deuxième qui sera consacrée aux opportunités, aux perspectives de déploiement de la notification formalisée aux partenaires
et éventuellement d'évolutions réglementaires ou législatives qui pourront faire l'objet de discussions. Et ces deux parties-là, bien entendu, donneront lieu à des débats, à la fois au niveau de chacune des tables rondes, mais aussi avec vous. Voilà. Alors, je commence avec quelques mots, 10 minutes d'introduction autour des objectifs et de l'efficacité de la notification formalisée aux partenaires. L'information des partenaires, ici, nous la considérons comme l'information qu'un patient atteint d'IST fait à son ou ses partenaires du risque de transmission qu'il court, de façon à l'inciter à consulter et, au besoin, à initier un traitement. Et les objectifs poursuivis sont à la fois des objectifs de santé individuelle, mais aussi des objectifs de santé collective, de santé publique. Pour entrer un petit peu plus dans les détails, comme on vous l'a rappelé là, comme l'a rappelé M. Salomon, les IST sont clairement de plus en plus fréquentes. Vous avez vu en effet la dernière communication de Santé publique France qui a expliqué qui a montré que les taux de diagnostic des infections à chlamydia et à gonocoque ont plus que doublé en 5 ans. Certaines de ces infections sexuellement transmissibles sont souvent initialement méconnues parce qu'elles sont peu symptomatiques. Dans ces conditions, elles sont à l'origine de retards diagnostiques et laissent évoluer une situation qui peut donner lieu à des complications potentiellement graves au moment où le diagnostic est fait. C'est le cas notamment de l'infection par le VIH, des hépatites B, mais aussi des infections à chlamydia avec des risques en particulier de stérilité féminine secondaire. De telle sorte que cette situation potentiellement dangereuse et qui s'aggrave avec l'absence de maîtrise des IST aujourd'hui en France, pas seulement en France d'ailleurs, justifie que soit proposé systématiquement le dépistage du ou des partenaires sexuels des patients infectés au stade le plus précoce de leur infection avant que les complications surviennent. Et tous les soignants qui sont dans cette salle sont confrontés à ce problème de savoir comment aider les patients à informer leurs partenaires. Et donc ça, c'est un bénéfice immédiat pour les partenaires. Mais à côté de ça, et comme ça a été évoqué également en ouverture, il est clair que le dépistage ciblé des partenaires sexuels est susceptible de contribuer à rompre la chaîne de l'infection s'il est efficace. Alors, l'information des partenaires, c'est une démarche pour ceux qui y sont confrontés, à la fois pour le soignant, mais pour le patient index aussi. C'est une démarche qui est souvent angoissante et qui est parfois complexe. En effet, elle peut utiliser des stratégies, des modalités, des outils qui seront totalement différents selon les personnes et selon les circonstances. Il n'y a pas une méthode de notification formalisée aux partenaires, évidemment. Et l'hypothèse du Conseil national du sida, c'est qu'à la suite de plusieurs pays qui ont mis en œuvre ce type d'accompagnement, eh bien, on fait l'hypothèse que l'encadrement de cette démarche, et c'est ce que nous appelons la notification formalisée aux partenaires, par des intervenants qui sont formés, par la mise à disposition d'outils adaptés, est susceptible de rendre la démarche plus simple, plus sereine et plus efficace. Le problème, c'est qu'il y a un petit peu d'ambiguïté derrière l'expression notification formalisée aux partenaires. À vrai dire, au CNS, on a traduit la terminologie anglo-saxonne, qui est partner notification, on l'a traduit par notification aux partenaires. Et ainsi qu'on nous le fait remarquer, il y a une connotation officielle dans le terme notification. Quand vous regardez dans le dictionnaire, la notification, c'est l'action de faire connaître expressément quelque chose, et c'est aussi la pièce par laquelle on notifie quelque chose, que ce soit un acte administratif, extrajudiciaire, judiciaire ou un jugement. Il y a donc un élément officiel. Or, la NFP, la notification formalisée aux partenaires, c'est un soutien organisé qui est proposé aux patients pour informer leurs partenaires et dans le contexte d'une démarche générale d'accompagnement. C'est une démarche d'aller vers le patient qui est une démarche bienveillante. Et ce n'est pas, en particulier, une forme de déclaration obligatoire. La DO, ça n'a rien à voir avec la notification formalisée aux partenaires. La DO, c'est un instrument d'évaluation anonyme, collectif, et ce n'est pas un instrument d'intervention individuelle. Ça, c'est vraiment clair.
Deuxièmement, la notification n'est pas une dénonciation de la personne contaminatrice aux autorités sanitaires comme ça existait en France dans la loi du 31 décembre 1942 qui n'a été abrogée qu'en 1960 et qui obligeait au besoin de dénoncer la personne contaminatrice, voire ses partenaires. Et la notification formalisée n'est pas non plus une démarche imposant aux professionnels de santé la rupture du secret professionnel, ce qui serait contraire à la loi. Alors, il est intéressant de regarder ce qui se fait dans les autres pays, dans les pays qui se sont emparés de ce système d'accompagnement aux personnes infectées. Il y a 3 types de pays. Il y a des pays qui ont encadré juridiquement le recours à la notification. Il y a une loi qui explique ce qu'est le recours à la notification, et dans ce contexte, la notification est obligatoire. C'est le cas de la Suède, de certains États aux États-Unis et au Canada. La Suède, c'est assez draconien, et en Suède, l'intérêt de santé publique prend le pas sur le secret professionnel dans ce domaine-là. Donc ça, c'est les pays où la notification est obligatoire et encadrée par la loi. Il y a d'autres pays en Europe où la notification est recommandée sur la base de guides de bonne pratique ou d'autres types de recommandations, mais elle n'est pas inscrite dans la loi. Elle relève du domaine public et elle est volontaire. Et 3 exemples de cela, c'est le Royaume-Uni, le Danemark et le Pays-Bas. Mais dans ces 2 exemples de pays pour lesquels, dans un cas, la notification est obligatoire, dans l'autre cas, elle est recommandée officiellement, eh bien, il existe des services d'accompagnement à la notification qui sont proposés aux patients. Et dans ce contexte, la notification peut être effectuée soit par le patient, soit, si celui-ci le désire, par le professionnel de santé. Donc voilà un petit peu, je brosse le tableau de ces 2 types de pays. Puis enfin, il y a d'autres États, y compris en Europe, qui n'ont pas mis en place de dispositifs formalisés de notification aux partenaires. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Belgique, qui cependant a mis au point et à disposition des outils informatiques de notification à la disposition des personnes infectées et dont Marie-Suzan donnera un exemple tout à l'heure. Et c'est le cas de la France également, qui n'a pas, jusqu'à présent, de politique de santé en matière de notification formalisée aux partenaires. Mais vous avez vu que les choses sont peut-être en train de changer, aussi bien au niveau des pouvoirs publics qu'au niveau de la recherche. Il y a aujourd'hui un sujet de recherche à NRS qui est consacré à cette question. Et l'investigateur de cette étude en parlera tout à l'heure à l'occasion du débat dans la table ronde numéro 2. Donc je n'en parle pas maintenant, mais ça sera abordé tout à l'heure. Quelques mots maintenant sur l'efficacité du dépistage dans le contexte des autres conditions de dépistage. Ici, je vous ai indiqué en premier le dépistage de laboratoires généralistes VIH et généralistes VHB, tels que les données en ont été rapportées par Santé publique France. En ce qui concerne le VIH, 5,5 millions de tests sérologiques pratiqués, 0,20% de tests positifs. En ce qui concerne le VHB, 4,3 millions de tests pratiqués de sérologie, 0,8% de tests positifs. Donc ça, c'est le dépistage généraliste. Ici, pour le dépistage ciblé VIH, j'ai choisi les TROD parce que le but des TROD, c'est tout de même d'aller vers des publics qui ne se feraient pas ou pas facilement testés autrement. Eh bien, au niveau des TROD, il y a en effet une proportion de tests positifs qui est 4 fois plus élevée que dans le dépistage généraliste du VIH. C'est donc un dépistage ciblé. Le problème, c'est que pour un TROD, on fait 100 sérologies. Et donc, les TROD ne sont pas probablement aussi utilisés qu'ils devraient l'être. Et parmi les données récentes qu'on a reçues, il semble même que l'utilisation des TROD n'augmente pas. Donc, voilà ce que donne le dépistage ciblé du VIH. Et ici, vous avez les données sur ce qu'on a appelé le dépistage ultra-ciblé, c'est-à-dire celui qui correspond à la notification aux partenaires. Bien entendu, ce n'est pas des données françaises, puisqu'on ne les a pas, mais c'est des données dans la littérature qui montrent qu'en ce qui concerne le VIH, le taux de tests positifs
parmi les partenaires testés est de 12 à 86%, ce qui n'est pas très étonnant, mais ce qui est quand même d'un ordre de grandeur très supérieur à ce qui est écrit au-dessus. Et ces chiffres, il y a une marge très importante entre 12 et 86% parce que tout cela dépend du type d'IST qu'on prend en compte. Là, c'est le VIH, du pays dans lequel c'est fait, de l'année où ça a été fait, et des conditions de notification, etc. Donc, ce n'est pas étonnant. Mais vous voyez qu'en tout cas, il y a une fréquence de positivité qui n'a rien à voir avec celle qu'on observe même dans le dépistage ciblé en France. Ça ne concerne pas que le VIH. Vous avez l'exemple de chlamydia trachomatis en dessous. Dépistage systématique proposé chez le partenaire. Les Anglais ont rapporté 65% de taux de positivité. Donc tout ça est du même ordre. Donc en termes d'efficacité, on peut dire que, au moins dans les conditions qui sont rapportées ici, que la notification formalisée au partenaire est une technique efficace et que ce ciblage est probablement, cet ultra-ciblage est probablement plus efficace que les autres conditions de dépistage. Alors ici, je voudrais vous mettre une diapositive que j'ai trouvée très intéressante dans un article qui a été publié l'année dernière dans AIDS et qui a été écrit par l'OMS. C'est un article qui en fait avait pour but de savoir si la notification formalisée faite par le professionnel de santé est plus efficace que la notification formalisée faite par le patient lui-même. Et pour ça, ils ont fait une revue de la littérature, une méta-analyse qui a porté sur une dizaine d'études à peu près, toutes des études qui sont parues dans des journaux avec comité de lecture. Mais ce n'est pas pour ça que je vous montre cette diapositive. Moi, je vous montre cette diapositive parce qu'elle représente une cascade des différentes étapes de notification qui permet de voir la perte qu'il y a à chaque étape du processus de notification. Ainsi, vous voyez que les partenaires, la première étape montre que pour un patient index, il y a environ 2 à 3 partenaires qui sont identifiés. On est dans le cadre du VIH, là, exclusivement du VIH. Il y a 2 à 3 partenaires qui sont identifiés. Il y a 1 à 2 partenaires qui sont notifiés, c'est la deuxième colonne, deuxième groupe de colonnes. Il y a 0,5 à 1 partenaires qui sont testés et la moitié de ceux-là, à peu près, qui sont positifs pour le VIH. Okay. Donc il y a en effet une déperdition à chaque étape de la notification, mais il reste quand même qu'au total, cette notification est efficace. Alors pour la différence entre notification par le patient ou par le professionnel de santé, dans cette étude, la notification par le personnel de santé est rapportée comme plus efficace que la notification par le patient. Donc je vous rappelle, ce n'est pas en France. Alors, donc nous allons avoir 2 tables rondes autour de ces questions d'organisation de la notification formalisée aux partenaires. La première sera consacrée aux pratiques d'aujourd'hui dans le cadre juridique et ordinal français et elle va prendre en compte des contraintes indiscutables du contexte juridique et ordinal français qui seront le respect du consentement du patient, le respect du secret professionnel, le respect de la vie privée de la personne notifiée et la protection des données personnelles lorsque c'est un professionnel de santé, si c'est un professionnel de santé qui procède à la notification. Donc ça, ce sont des grands piliers qu'on ne peut pas contourner aujourd'hui si on veut faire de la notification formalisée aux partenaires. Et la première table ronde débattra de cette question. Et la deuxième table ronde sera consacrée aux perspectives de déploiement de la notification formalisée aux partenaires. Donc Cécile Goujard, qui va coordonner cette table ronde, va revenir un petit peu sur ce que le CNS a décrit dans son avis concernant cette question de notification et reviendra donc sur la proposition d'accompagnement systématique, sur la pratique qui doit être adaptée aux différentes conditions d'exercice, sur l'importance d'avoir des intervenants en santé qui soient identifiés et formés à cette question, là où ils sont fréquemment confrontés aux problèmes de la notification, et enfin d'avoir un ou plusieurs cadres réglementaires
précis qui permettent de travailler dans un contexte bien défini et avec un financement adapté. Voilà donc ce que je voulais vous dire en termes d'introduction. Et sauf s'il y a une question purement technique, je vous suggère de garder vos questions pour les 2 tables rondes parce que ça donnera lieu à des débats. Je vous ai bien découragé là, donc on passe à l'intervention de Marie-Suzanne Monti. Merci. Bonjour à tous. Merci Patrick pour cette introduction. Alors, comment ça marche? Et il y a un pointeur, il y a un pointeur, il y a un pointeur. Il y a un pointeur. Le pointeur, je pense, oui, c'est ça. Oui. Donc, après cette introduction de Patrick, je vais aborder avec vous les outils, les modalités et les outils de notification qui existent actuellement et proposer quelques pistes de réflexion qui pourront être reprises au cours des 2 tables rondes qui vont suivre. Donc, dans cette diapositive que je ne vais pas détailler, je rappelle que effectivement la conception de la notification est très variable selon les pays, selon leur contexte, leur cadre juridique, leur culture sanitaire ou leur contexte sociétal, mais qu'en tout cas, les travaux du Conseil se sont placés d'emblée dans l'optique d'une notification basée sur la démarche volontaire, donc dans une démarche de conviction. Donc on va rechercher l'adhésion du patient, le respect de son consentement, lui proposer une aide à la décision et à la réalisation, et là aussi dans le souci de la protection des personnes notifiées en termes de confidentialité. Donc, ce qui s'oppose à la notification conçue dans une optique plus d'obligation et qui est en œuvre dans les pays qui ont encadré légalement la démarche de notification. Donc le Conseil s'est d'emblée positionné dans cette optique-là qui nous semble être un contexte nettement plus... qui correspond à au contexte français. Donc, comme l'a dit Patrick, la notification peut être une démarche complexe sur le plan du droit et de l'éthique. C'est une démarche qui, par définition, est intrusive et qui pose des questions en matière de droit des personnes, que ces personnes soient les patients index et les personnes notifiées, en particulier pour ce qui regarde leur droit à l'information et au consentement, au respect de la vie privée et du secret des informations relatives à la santé, et aussi à la protection des données à caractère personnel. Mais ceci concerne aussi les intervenants, en particulier pour ce qui regarde donc, le secret médical ou le secret professionnel. Cette démarche aussi ne sera acceptable l'acceptabilité de la démarche est fortement dépendante des modèles de notification qui vont être choisis, des méthodes et des outils de notification qui seront proposés. Elle nécessite que la notification soit comprise et acceptée par les patients index et par leurs partenaires, par les intervenants, bien sûr, qu'ils soient professionnels de santé ou bien accompagnants en santé. Alors, qu'est-ce qu'il existe comme modalité de notification utilisée aujourd'hui? Il y a d'abord la notification par le patient index, ce que les anglo-saxons appellent le passive referral. Donc, dans ce cas-là, le patient index procède lui-même à la notification de ses partenaires en les contactant par les moyens qui lui paraissent appropriés. Donc cette notification, elle peut être non anonyme, c'est-à-dire que le patient index contacte directement et personnellement ses partenaires et se fait connaître ou reconnaître d'eux. Donc en France, ceci correspond à ce qui se pratique de façon informelle et spontanée par de nombreuses personnes qui reçoivent un diagnostic d'IST. Et donc l'autre versant, c'est que la notification peut aussi être anonyme parce que parfois on ne désire pas se faire connaître des partenaires qu'on a eus. Donc le patient peut recourir à des outils de notification lui permettant de conserver l'anonymat à l'égard des partenaires qu'il notifie. Il est à noter qu'en France, cette démarche n'est pas mise en œuvre puisque pour le moment, nous n'avons pas à notre disposition d'outils de notification anonyme. L'autre modalité de notification est ce qu'on appelle la notification assistée, et c'est celle qui va nous
nous concerner probablement dans les semaines et dans les mois à venir, en particulier à la suite de ce que vient de dire Jérôme Salomon par rapport à la saisine de la HAS. Donc, dans le cas de la notification assistée, le patient index, après accord, est assisté par un professionnel de santé ou de l'accompagnement dans ses démarches de notification. Alors, ça peut se faire selon deux modalités. Soit c'est le professionnel de santé ou de l'accompagnement lui-même qui va procéder à la notification, c'est ce qu'on appelle le provider referral en anglais. Donc c'est avec l'accord du patient index, et si celui-ci en exprime la demande, le professionnel de santé ou de l'accompagnement réalise lui-même la notification des partenaires que le patient lui a indiqué. Dans son principe, ce mode de notification est anonyme, mais il pourrait très bien aussi ne pas l'être. En France, cette démarche actuellement ne peut pas être mise en œuvre en l'état actuel de la législation relative au secret médical, puisqu'on ne peut pas en aucun cas outrepasser le secret médical. L'autre façon de procéder à cette notification assistée, c'est ce qu'on appelle la notification conjointe, au dual referral. Donc c'est une démarche qui s'effectue à la demande du patient et qui requiert lui-même directement l'assistance d'un professionnel de santé ou de l'accompagnement pour contacter et informer les partenaires qu'il souhaite notifier. Donc cette notification, dans son principe, elle est non anonyme. Et en France, en fait, on constate que c'est une démarche qui est pratiquée par certains médecins dans le cadre d'une consultation conjointe du patient index avec son ou sa partenaire, à condition que l'annonce soit faite par le patient, le médecin étant présent au moment de l'annonce pour prêter assistance au patient index, si c'est nécessaire. Donc ça, c'était les modalités qui sont utilisées aujourd'hui. Quelques mots sur les outils qui sont disponibles. Donc différents outils qui sont susceptibles d'être utilisés ou adaptés à la modalité de notification choisie et au type de partenaire à notifier. Ce qui est important d'avoir présent à l'esprit, c'est qu'effectivement, selon le partenaire qu'on va vouloir informer d'un risque éventuel de transmission d'une IST, on ne va pas peut-être choisir le même mode de notification et pas forcément le même outil de notification. Donc il est important de pouvoir assurer que différents outils seront disponibles. Alors bien évidemment, la première façon de faire, c'est un échange direct avec les partenaires, dans le cas d'une notification non anonyme. Mais sinon, on peut utiliser, est utilisé actuellement, l'envoi anonyme ou nominatif de lettres, de cartes, de SMS ou d'emails via des plateformes Internet. Alors sont listées sur cette diapositive quelques plateformes qui sont actives aujourd'hui, que ce soit en Belgique, au Portugal, aux Pays-Bas, en Australie ou aux USA. Il y en a probablement d'autres, la liste n'est pas exhaustive. Mais en tout cas, aujourd'hui, aucun de ces moyens de notification via des plateformes Internet n'est disponible en France. À notre connaissance, il y a eu en 2012 une expérimentation menée par l'INPES à l'époque sur un dispositif de notification des infections à chlamydia qui s'appelait le ClamiWeb, mais qui, à notre connaissance, n'a pas été évalué. Donc depuis, il ne s'est plus rien passé et en tout cas en France, on n'a pas actuellement d'outils de notification utilisant ce type de plateforme. Alors juste sur les diapositives suivantes, pour illustrer ce que ça peut être, ces plateformes de mise à disposition des patients index pour notifier les partenaires, deux images qui ont été prises à partir du site belge de Partner Alert. Donc ça, c'est l'écran d'accueil que la personne voit quand elle se connecte. Donc les plateformes sont mises à disposition des patients index par les structures où a eu lieu le dépistage. Et la structure fournit au patient index un code de connexion qui ne sera utilisable qu'une seule fois et qui donc ne permettra pas de retracer le lien avec le patient index. Donc sur cette page d'accueil, voilà, vous voyez que le patient index va pouvoir introduire ici le code qui lui aura été fourni et donc continuer ensuite sa démarche pour pouvoir donc l'écran suivant. Décidément, pardon. L'écran suivant, par exemple, montre que c'est le cas de figure de quelqu'un qui veut informer ses partenaires, donc qui décrit la procédure, donc avec le médecin ou l'infirmière qui donne un code d'accès. Le code est introduit dans la page d'accueil. Ensuite, la personne renseigne les numéros de téléphone des partenaires qu'il souhaite notifier.
pour les textos ou bien des adresses mail. Et donc, les messages sont ensuite envoyés séparément. En aucun cas, s'il y a plusieurs partenaires qui sont saisis, ils ne reçoivent de copie des autres contacts qui sont effectués par le patient index. Et inversement, si on se place dans le cas de figure de quelqu'un qui a reçu un message de notification, donc la personne ici reçoit le code qu'elle a reçu dans le message, qui l'informe de quel type d'IST il s'agit, et qui lui permet ensuite, donc, avec ce lien-là, de prendre rendez-vous dans un centre pour pouvoir initier une démarche de dépistage. Donc, ces plateformes Internet permettent, alors, dans le cas de cette plateforme belge, la déclaration du partenaire est anonyme. Dans certaines plateformes, le patient index peut choisir que la notification soit anonyme ou pas. Tout dépend du système qui aura été choisi. Donc voilà, c'est juste pour illustrer ce que peuvent être ces outils Internet pour la notification. Alors, j'ai remis cette diapositive dont Patrick a parlé, donc je ne vais pas revenir sur les détails. Effectivement, pour mentionner que la notification assistée semble être plus efficace à toutes les étapes de la démarche que la notification par le patient index. Mais c'est surtout aussi pour pouvoir vous amener cette diapositive ou cette cascade et représenter un petit peu d'une autre façon et qui met en évidence les barrières ou les freins auxquels il serait bon de réfléchir si on veut formaliser un peu une démarche de notification en France et si on veut faire en sorte qu'on ait moins d'attrition entre les différentes étapes de la cascade. Donc, par exemple, vous voyez ici que entre l'ensemble des partenaires et les partenaires identifiés et contactables, les obstacles sont effectivement l'anonymat de certains des partenaires, l'absence de moyens de contact, l'oubli de la part du patient index. Entre les partenaires identifiés et contactables et ceux qui sont effectivement notifiés, on a ici un obstacle potentiel peut être la volonté ou la capacité du patient index à mettre en œuvre la démarche, ce qui veut dire que probablement ce qui va être très important à travailler, ça va être tout l'accompagnement du patient index pour l'armer et lui donner les moyens de réaliser cette démarche. Et puis enfin, la dernière étape de la cascade entre les partenaires notifiés et ceux qui initient une démarche de dépistage, eh bien, effectivement, le frein, c'est l'attitude des partenaires face d'abord au fait de recevoir une notification, d'avoir été exposé à un risque d'IST, et puis ensuite, donc, la difficulté peut-être à initier une démarche de dépistage et d'entrer dans le soin si le dépistage est positif. Donc voilà, ça me semblait intéressant de vous montrer cette diapositive, parce que probablement ça peut aussi servir comme élément de réflexion dans les tables rondes autour des expériences qui existent déjà. Peut-être il y a déjà des éléments de réponse sur ces freins-là, et en tout cas ce serait intéressant de les entendre. Donc, Patrick a mentionné très clairement l'efficacité de la notification aux partenaires pour ce qui concerne les taux de découverte de séropositivité, malgré la très forte attrition des partenaires au cours des différentes étapes de la cascade. Donc tout ça a amené l'OMS en 2016 à émettre des recommandations, dont j'ai retracé ici les très très grandes lignes. Ce n'est pas possible de rentrer dans les détails. Notification qui, dans le cas de l'OMS, concerne les personnes diagnostiquées au VIH. Donc nous, ce qui nous préoccupe ici dans ce colloque aujourd'hui, c'est la notification pour tout diagnostic d'IST. Mais en lisant sur ce qui est sur cette diapositive, on va pouvoir retrouver beaucoup de ces recommandations dans ce qui sera discuté par la suite. Donc l'OMS recommande que la notification soit proposée aux personnes diagnostiquées VIH comme faisant partie d'une offre globale de dépistage et de soins, uniquement avec le consentement du patient et uniquement auprès de ses partenaires. Et pour cela, donc, l'OMS recommande de former les professionnels de santé, de proposer le choix de notifier ou pas, et de proposer aussi le choix de la modalité de notification, de proposer régulièrement la notification à chaque fois qu'il y aura un contact avec le système de santé, et puis dans les pays où ça se pose, d'encourager les lois et les politiques soutenant les PVI-VIH plutôt que d'avoir des lois qui criminalisent et qui stigmatisent.
Donc, venons-en un petit peu à la construction de la démarche de formalisation, la construction, pardon, de la démarche de notification en France. D'abord, en ce qui concerne les intervenants qui pourraient être impliqués dans l'offre et l'accompagnement à la notification. Ces intervenants pourraient être les professionnels de santé, dont les missions sont définies dans le Code de la santé publique, mais ça pourrait être aussi les personnels qui interviennent à titre salarié ou bénévole dans la prévention en milieu associatif ou médico-social, en particulier dans le cadre de structures habilitées à réaliser des TROD. D'autre part, ces intervenants, ce qu'il faudrait dans la construction de cette démarche, c'est bien évidemment de tenir compte des différents cadres d'exercice actuels. Donc on retrouve ce qui a déjà été mentionné par M. Salomon tout à l'heure, donc les CEGID, mais aussi les centres de planification, les centres de PMI, ainsi que les services de maladies infectieuses, les médecins libéraux, généralistes et aussi certains spécialistes comme les gynécologues et les dermatologues, et puis bien évidemment les structures associatives habilitées à pratiquer les tests rapides d'orientation diagnostique et les établissements publics habilités à réaliser des TROD en milieu médico-social. L'autre élément clé sur lequel il va falloir travailler, c'est le référentiel pour l'entretien avec le patient index, qui nous semble être l'étape clé de cette démarche de notification. Le professionnel de santé ou de l'accompagnement pourrait, à l'occasion de cet entretien, présenter la démarche et ses objectifs, présenter les outils disponibles, prendre le temps de l'écoute et du dialogue avec le patient dans une posture de non-jugement et d'empathie, offrir une aide qui pourrait porter sur l'identification des partenaires à notifier et contactables, l'appréciation des conséquences de l'opportunité de notifier les différents partenaires, parce que là aussi, c'est selon les partenaires, le positionnement du patient index ne sera pas le même, la pertinence d'adopter pour une notification anonyme ou non, selon les circonstances et les partenaires considérés, la manière d'informer les différents partenaires, et puis aussi, surtout, l'enjeu d'assurer la confidentialité de la notification auprès du partenaire. Donc vous voyez que autour de cet entretien, il y aura probablement beaucoup de choses à réfléchir ensemble et à élaborer pour permettre que cet entretien aboutisse à une décision pour le patient index de notifier ses partenaires, et puis pour les partenaires qui seront notifiés d'initier des démarches de dépistage. Et enfin, bien sûr, cette démarche de notification, si on veut la formaliser, elle ne pourra se faire sans formation des intervenants à la notification. Donc que ce soit les professionnels de santé exerçant dans le cadre libéral et aussi certains spécialistes. Donc les formations initiales et continues de ces deux catégories de personnel devront leur permettre d'assurer cette activité avec efficacité et dans le respect des contraintes, mais aussi il va falloir songer à former les intervenants non professionnels de santé relevant des associations habilitées à cette activité et ayant suivi une formation validée. Donc là aussi, il faudra définir le cahier des charges de la formation de ces intervenants, au même titre que celles qui prévalent, par exemple, actuellement pour la pratique des TROD en milieu associatif. Donc voilà, je voulais vous proposer ces quelques pistes de réflexion qui probablement vont être reprises dans les discussions au cours des deux tables rondes qui vont venir. Et juste pour conclure, et là encore une fois, au regard de l'annonce qui a été faite un petit peu plus tôt par Jérôme Salomon, donc de la saisine de la HAS, de cette volonté de formaliser la notification du partenaire en France. Donc une réelle préoccupation pour ce sujet actuellement dans le contexte français, avec, comme ça a été dit plus tôt, l'acceptabilité et la faisabilité de la démarche qui sont inscrites dans l'action 28 de la stratégie nationale de santé sexuelle, un projet de recherche à venir soutenu par la NRS, et puis des groupes de travail qui sont déjà à l'œuvre ou qui vont se mettre à l'œuvre dans les institutions et sociétés savantes. Je pense en particulier à la SFLS et à la HAS. Et en tout cas, il y aura un besoin important de pédagogie autour de cette notification, de cette démarche de notification, à la fois auprès de l'ensemble des acteurs potentiellement impliqués, et si possible, et je dirais que c'est même une clé de la réussite de ce travail-là, dans une démarche de co-construction des bonnes pratiques et des outils.
Et voilà, et je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Je vais dire comme Patrick, est-ce qu'il y a une ou deux questions techniques avant de laisser la place à la première table ronde? Mais je pense que les questions seront probablement plus adaptées après les interventions des participants aux tables rondes. Je laisse la parole à Alexandre Linden. Appuyez-vous. C'est bon? Bonjour. Cette table ronde porte sur les pratiques d'information. Notre objectif, c'est de bien comprendre quelles sont les attentes des intervenants des intervenants santé, de savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, de connaître aussi, de bien comprendre les contraintes d'ordre juridique, les contraintes ordinales qu'ils connaissent. La question est délicate car nous sommes parfois, d'après les informations qu'on a, aux limites de la légalité, et même quelquefois la limite est franchie. Et ce que je demande aux intervenants, c'est de dire la réalité des choses. Je compte sur leur sincérité. Et je crois que le choix des intervenants est excellent, car ils vont nous permettre de savoir exactement ce qui se passe. Donc, je donnerai la parole en premier lieu à Nathalie Spedato, qui est médecin au CHU de Toulouse. En deuxième lieu, à Franck Barbier, au titre de aide. Il nous faut aussi connaître l'aspect juridique au plus haut niveau avec le professeur Bruno Pi, qui nous vient de Nancy. En quatrième lieu, je donnerai la parole à Jean-Marcel Mourgue, au titre du Conseil national de l'Ordre des médecins. Et enfin, à Nasser Abérat de la CNIL pour la question de la protection des données personnelles. Je serai particulièrement strict sur les horaires. L'idée est la suivante. En gros, qu'il y ait 4 minutes pour chaque intervenant pour une présentation donc, de la problématique. Ensuite, un échange entre les intervenants. Et ensuite, à peu près une demi-heure de questions de la salle, enfin une demi-heure de questions-réponses entre la salle et les intervenants. Et donc, je donne tout de suite la parole à Nathalie Spedato. Alors, bonjour à tous, merci de m'avoir invité ici. Donc moi, on m'a demandé de vous faire un état des lieux de ce qui pouvait se pratiquer dans les Cégides. Donc je vais vous faire une petite synthèse de l'ensemble des informations que j'ai recueillies, qui bien sûr concernent plusieurs Cégides que j'ai interrogées et qui donc ne sont pas toutes pratiquées au même endroit. Voilà, mais je vous en ai fait une synthèse. Donc on va dire que dans la grande majorité et des situations et des Cégides, ce qui est pratiqué, c'est l'information du patient sur la maladie sexuellement transmissible qui vient d'être diagnostiquée, quelle qu'elle soit, d'une manière la plus claire possible. Et il est demandé au patient de prévenir lui-même ses partenaires. Ça, c'est ce qui se passe dans la grande majorité des cas. Donc c'est la procédure qu'on pourrait penser la plus logique. Alors, je vous fais quand même des commentaires sur ces types de procédures, des difficultés qui sont remontées par rapport à ça. Alors, bien sûr, on se retrouve dans le même cadre un peu que la vaccination, c'est-à-dire il est toujours très difficile de séparer l'intérêt individuel et l'intérêt de santé publique, aussi bien pour la notification, c'est-à-dire quand il y a un intérêt individuel à notifier et qu'on fait remarquer, il peut y avoir une recontamination si vous ne traitez pas votre partenaire. On a l'impression que c'est plus motivant que de dire ça serait bien de notifier pour la santé publique, par exemple des ex-partenaires avec qui on serait fâché ou qu'on ne verrait plus et où le patient n'aurait pas un intérêt direct pour lui-même ou elle-même à notifier. Voilà. C'est important aussi de bien préciser le nom de la maladie, le type de transmission, les délais de transmission. Pour plusieurs choses techniques, on se rend compte souvent
que des patients viennent nous voir, des patients contacts viennent nous voir en disant, par exemple, je viens vous voir parce que ma partenaire a le mycoplasme. Oui, ben, des mycoplasmes, je ne rentre pas dans les détails médicaux, mais enfin, il y en a qui sont MST, il y en a d'autres qui ne sont pas MST. Si l'information n'est pas précise pour le professionnel de santé, c'est très difficile de prendre en charge le patient. Voilà. Donc, certains CEGID ont mis en œuvre des documents écrits qui sont remis aux patients avec le nom de la maladie, le délai avec lequel il faut rechercher les partenaires. Par exemple, pour le chlamydia, c'est tous les partenaires de moins de 6 mois dans les guidelines. Voilà. Et un petit mot éventuellement pour le professionnel qui va prendre en charge les patients contacts, puisque les patients contacts ne sont pas forcés de venir dans le CEGID qui a pris en charge le patient source. On a un petit problème quand même dans les guidelines aussi. On aimerait bien que les guidelines soient peut-être un petit peu plus précises dans ce qu'il faut faire, parce que souvent il y a marqué le partenaire contact. Mais qu'est-ce que c'est un contact en termes de rapport sexuel ? Il y a même des MST où finalement les contacts bucogénitaux, par exemple, est-ce qu'il y a vraiment risque de transmission ? Où est-ce qu'il faut aller chercher le germe ? Comment font-ils le dépister ? Tout ça, c'est un peu compliqué quand même, on n'a pas la réponse à tout. Et donc, on m'a remonté que ça serait bien que les guidelines soient quand même aussi un peu plus précises par rapport à ça, en parallèle. Se pose aussi la difficulté par exemple, du médecin généraliste ou d'un confrère hospitalier qui pourrait recevoir un cas contact et qui ne connaît pas la procédure à faire pour un contact 2. Et bien souvent, on se retrouve avec des patients qui reviennent nous voir, qui n'ont pas été correctement pris en charge par défaut de connaissance de la conduite à tenir. Injecté par une extensiline, tout contact de syphilis précoce, tout contact récent de syphilis précoce, c'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est pas pratiqué à faire en ville en plus, et donc on se rend souvent bien compte que la bonne procédure n'a pas été appliquée, malheureusement. Donc, en fait, les sites Internet sont quand même pas mal parce que ça permet au moins d'avoir des choses écrites et formalisées aussi pour les professionnels de santé. Ensuite, la plupart des CEGID donc, informent le patient, mais aussi font de l'information conjointe en prenant le patient et son contact parfois dans la même salle de consultation pour plusieurs raisons. D'une part parce que les patients le demandent, tout simplement, et d'autre part parce que souvent les partenaires actuels sont dans la salle d'attente parce qu'ils sont venus faire un dépistage en parallèle. Se pose alors le problème de la notification directe ou indirecte, on va dire, puisque les CEGID demandent à la personne A d'informer la personne B elle-même, à part que la personne B elle est dans la salle d'attente, donc il n'y a pas toujours la salle avec la confidentialité nécessaire qui permette aux gens de se notifier entre eux d'une manière efficace. Et bien souvent, en fait, il y a un petit piège involontaire, bien sûr, qui est tendu, c'est-à-dire que les deux personnes re-rentrent, bon, vous lui avez dit ? Eh ben non, en fait. Donc, finalement, le médecin dit. Voilà. Bon, c'est comme ça, on ne va pas ne pas dire, donc on dit. Voilà. Ensuite, vous savez que dans les CEGID, on ne peut pas prendre en charge les mineurs sans un majeur accompagnant, malheureusement, je me permets. Et du coup, bien souvent, les majeurs accompagnants, c'est les partenaires, en fait. Donc, quand il s'agit d'injecter une extensiline à un mineur dont on doit avoir l'approbation du majeur accompagnant, qui est lui ou elle-même le partenaire, c'est très difficile de tenir un quelconque secret médical ou notification tout à fait bien formalisée ou non formalisée. Qu'est-ce qu'on m'a remonté d'autre ? Il arrive aussi que des personnes viennent et disent « je suis contact de » et là le mot ne sort pas, on ne sait pas trop de quelle maladie, mais si je vous dis, je vous fais la vraie vie, c'est ce qui m'a été demandé, je vous dis il est passé ici ou elle est venue ici, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'au bout d'un moment, si on ne peut vraiment pas retrouver, on va dire, alors je parle en général, on va dire s'il est passé ici, donnez-moi son nom. Donc on va voir, alors on sort, on va voir le dossier du patient, on rentre. Et on dit, alors je ne vais pas vous donner le diagnostic, mais vous allez prendre ça. Bon, alors pour quelqu'un qui est un peu, qui peut chercher sur Internet, je ne suis pas sûre que ça soit tout à fait, totalement dans les clous. Il y a aussi ce problème dans les traitements post-exposition, c'est-à-dire qu'on peut introduire un traitement post-exposition, avoir le partenaire ou la partenaire en dépistage en parallèle pour savoir si on peut arrêter le TPE ou pas arrêter le TPE, et c'est arrivé à plusieurs d'avoir une découverte de VIH+, donc forcément pas charge virale indétectable et ainsi de suite, découverte de VIH+, qui refuse de notifier à l'autre. Donc du coup,
on conseille lourdement à l'autre de poursuivre le traitement, qui demande un peu pourquoi. Alors, il faut arriver à expliquer qu'il faut... voilà, ça demande un peu d'enrobage, on va dire, pour ne pas divulguer le secret médical. Alors, dans ma petite liste, j'ai aussi les demandes d'invention de scénarios. Voilà. C'est-à-dire que j'ai attrapé le gonocoque si, mais pour que je puisse le dire, voilà, comme il y a eu tromperie, inventez-moi donc un scénario où je puisse attraper le gonocoque sans que je l'ai attrapé par voie sexuelle. Donc, il y a des petits trucs comme ça, de ci, de là. J'ai un scénario pour ci, j'ai un scénario pour ça, pour faciliter, en fait, voilà. Est-ce que la notification, du coup, est bien faite sur les autres partenaires? C'est un peu la question de l'action, mais néanmoins, c'est fait comme ça. Est-ce que je peux vous demander de conclure? Oui. Par quoi je conclus? Alors, il y a des CGID qui, très clairement, notifient eux-mêmes. Voilà. Notifient eux-mêmes, c'est-à-dire que dans certains cas, contexte psychosocial difficile, patient sous tutelle, par exemple, des choses comme ça, qui ont déjà notifié eux-mêmes en prenant le prénom du contact, son numéro de téléphone, et en se faisant une petite liste des contacts. Alors, j'inventais de Madame X, alors Gilles, tel téléphone, Alain, tel autre téléphone, relance par les infirmières, sans laisser de message sur le répondeur, ainsi de suite. Ça se fait dans des situations particulières. Et ça ne se fait jamais pour le VIH, en fait. En fait, je me suis rendu compte, en téléphonant à mes confrères, qu'il y avait des gradations. C'est-à-dire il y a des situations où les professionnels et les patients se sentent de le faire, et des situations où on ne se sent pas de le faire. Et il y a une espèce de gradation descendante entre le VIH, le gono, le chlamydien, un petit peu moins. Voilà. D'où une certaine hiérarchisation, peut-être inopportune, des MST prises en charge. Voilà, je m'en arrêterai là. Merci d'avoir répondu, en tout cas à mon attente, et sûrement à l'attente du public. Et donc, je laisse la parole à Franck Barbier. Merci. Alors, d'abord, je dois dire que dans la foulée de l'avis du Conseil national du sida, le conseil d'administration de AIDE a décidé et a pris une position pour que la notification, l'information des partenaires, peut-être pour changer un peu de terme, soit quelque chose d'intégré systématiquement dans nos actions. Et de fait, puisque la question est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, la situation est assez hétérogène. Mais il faut peut-être distinguer la question de la notification avec un dépistage positif et puis, on va dire, la question du bon moment pour en parler, parce que c'est autour d'un dépistage ou d'un diagnostic, mais le moment d'une découverte, alors d'un TROD positif, c'est quasiment un diagnostic. Est-ce que c'est le bon moment? Nous, on a des entretiens pré-test dans les dépistages par TROD qu'on pratique. Et il est parfois, souvent abordé, mais pas systématiquement, il est vrai, la question des autres IST, puisqu'on sait aussi que l'acquisition d'une IST, comme la syphilis, etc., est quelque chose qui expose au risque. Dans la discussion sur les risques d'exposition au VIH, la question de est-ce que tu as déjà notifié à quelqu'un, est-ce que tu as, enfin, on n'emploie pas le terme de notifier, mais est-ce que tu penses pouvoir informer ton partenaire en cas de positivité, ou est-ce que tu as déjà eu une infection sexuelle, est-ce que tu l'as déjà dit, etc. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas systématisé, qu'on veut systématiser, en tout cas dans nos actions. On a dans quelques jours un comité de pilotage interne sur le cahier des charges de nos actions de dépistage, dans lesquelles on veut intégrer justement cette question de l'accompagnement à l'information des partenaires. Je dois dire qu'au départ, pour nous, c'est une question qui vient d'un petit peu loin, mais avec des objectifs très différents. On a développé de l'accompagnement dans AIDE depuis des années à la disabilité ou à la disance, c'est-à-dire la présentation positive du vivre avec le VIH, mais les objectifs étaient très différents. Des objectifs émotionnels, de relations de couple ou de relations dans le travail. Donc, on n'est pas sur un objectif stratégique de fin d'épidémie. Donc c'est assez différent et il faut une réacculturation à ces objectifs nouveaux et en effet une formalisation de procédures d'accompagnement avec cette limite quand même aujourd'hui qui a été dite, qui est la notification à la place d'eux. Même on a parlé de la situation des professionnels de santé, mais on peut se poser aussi la question pour les accompagnants associatifs du risque personnel ou du ressenti de risque personnel ou pour la structure dans laquelle on milite.
Je voudrais dire aussi un mot, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est spécifiquement sur le dépistage et les TROD, mais depuis le début de l'année, dans nos actions d'accompagnement à la PrEP, puisqu'on fait de l'accompagnement communautaire à la PrEP, on a intégré, sur les 4, notamment dans l'essai Prévenir, mais dans nos autres accompagnements, à 1 mois, quand on voit les personnes à 1 mois, on les voit 4 fois. Aujourd'hui, cette question, en effet, de notifier, dans la discussion sur les risques auxquels on est exposé, qu'on peut prendre, cette discussion sur le fait de pouvoir informer un partenaire si on est infecté, et aussi, une dimension qui est importante, c'est de soi-même réfléchir au fait d'avoir envie d'être informé. Voilà, je pense que pour être proactif ou altruiste, enfin je ne sais pas quel mot employer, mais il faut aussi pouvoir se questionner à chaque fois sur l'intérêt qu'on aurait soi-même à avoir envie d'être notifié, parce qu'il y a aussi une question voilà, de diffusion culturelle, et c'est en réfléchissant sur soi-même qu'on peut aussi réfléchir sur les autres. Sur la question des limites, aujourd'hui, alors ça a été un petit peu évoqué, notamment dans les travaux de la HAS, enfin, nous on aura aussi cette réflexion-là, il faudra avoir, il y a un aspect des choses qui est à la limite entre la veille sanitaire et la notification. On a déjà fait à la demande d'une ARS en Normandie, suite à des micro-épidémies locales d'hépatite A, de la diffusion d'informations pour inciter à la vaccination, notamment sur l'agglomération de Rouen. Il y a la question des établissements commerciaux, des backrooms, voilà, les partenaires. Ce n'est pas la notification anonyme, c'est les partenaires anonymes. Comment ça se passe? Il y a aussi des situations où les personnes sont dans une situation commerciale ou transactionnelle, les travailleuses et travailleurs du sexe. Voilà, il y aura des populations, des spécificités qu'il faudra bien voir. La question des dispositifs virtuels, on est déjà en train d'y réfléchir. On a déjà des partenariats. J'ai vu des personnes dans la salle, il y a des applications comme HealthProver qui sont en développement. Nous-mêmes, on est partenaire avec WeFlash, une appli pour les preppers qui intègre un dispositif de code QR flash et de notification sur les IST qui va sortir à la fin de l'année. Donc ces limites-là, ces dispositifs n'existent pas. Il y a également NoTV avec un système qui est prévu et où on a le spot de aide à Marseille qui est partenaire. Donc ça n'existe pas, mais malgré tout, on est déjà engagé avec des développeurs sur ce sujet, donc ça devrait arriver très vite. Et puis, je dois dire que le système de notification, il devra, sur ces aspects-là aussi, s'adapter aux modalités de rencontre entre les partenaires sexuels, notamment les applis de rencontre, les Grindr, les Hornet, etc. Enfin, dernière chose pour conclure tout à fait, la notification aux partenaires, ça doit être vu vraiment comme un nouvel outil dans la prévention diversifiée. Voilà. Merci. Et je donne tout de suite la parole à Bruno Pi. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir pensé à inviter aujourd'hui un juriste qui ne pourra donc pas vous parler de terrain, puisque la commande qui m'a été faite, c'est de parler plutôt du cadre juridique de l'activité dont il est question. Et en tant que juriste, on a une obsession du sens des mots qu'on emploie. Et je voudrais commencer la première minute sur les 4 que vous m'avez accordés par des précisions terminologiques qui me semblent importante. D'abord, et ça a été esquissé tout à l'heure, le choix qui a été fait du terme de notification, qui est un anglicisme, mais qui pour un juriste n'a aucun sens ici. On notifie un acte juridique, un jugement, une décision, un licenciement, on notifie un acte juridique. Or là, vous parlez que de faits. Il s'agit pour vous d'informer quelqu'un sur une situation médicale, un diagnostic, etc. Je ne sais pas qui a eu l'idée de prendre ce terme inapproprié, mais je commence tout de suite par être désagréable. À mon avis, il est inopportun. L'autre terme qui pique un peu, c'est celui de bienveillance. J'en ai entendu parler dès l'introduction, la bienveillance. Effectivement, la bienveillance dans le domaine médical a été le pilier fondateur de cette conscience médicale qui rencontre une confiance du patient. Oui, mais ça, c'était le monde d'avant. C'était au moins avant 2002. Puisqu'aujourd'hui, on a un changement de modèle complet qui est que le fondement de la relation médicale n'est plus la bienveillance paternaliste et asymétrique du savant qui est bienveillant et en qui on a confiance. C'est l'autonomie des deux partenaires d'une relation de soins. Quand je dis partenaire, c'est dans la relation de soins, qu'il n'y ait pas de méprise avec le thème du jour, entre le soignant et le soigné. Puisqu'on est sur désormais la loi du 4 mars 2002 qui fixe un cadre très précis, aucun acte médical, aucun,
préventif, diagnostic, dépistage, traitement, palliatif, sans le consentement libre et éclairé, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Donc il est fondamental d'écarter, à mon avis, la notion de bienveillance, que l'on soit toujours sur le fil d'équilibre entre santé individuelle et santé publique, c'est caractéristique dans toutes les maladies contagieuses, et depuis toujours. La question s'est posée depuis toujours. Et les juristes ont été sollicités pour donner des outils juridiques sur comment on règle quand il y a quelqu'un dont la santé peut générer des risques pour des tiers. Ce n'est pas nouveau, et on peut remonter au Moyen-Âge, etc., la gestion de la peste, de la lèpre, de toutes les pathologies qui peuvent générer des risques pour les autres. Les juristes peuvent vous fabriquer des outils, mais quels outils veut la société à un moment donné? Elle veut respecter l'autonomie des personnes ou elle veut du dirigisme au nom de la sécurité publique? Jusqu'en 1960, on savait faire. Dans le Code de la santé publique, il y avait des outils coercitifs, de signalement, nominatif et d'enfermement. Puisqu'au nom de la lutte contre les fléaux sociaux, c'était le terme du Code de la santé publique en 1953, il y avait de l'hospitalisation d'office des vénériens qui refusaient de se protéger et de protéger leurs proches. Donc on savait faire. On peut très bien, et certains pays le font. Sauf que la société française a changé, elle ne veut plus des règles coercitives sur l'autonomie des personnes. On est dans le respect du consentement libre et éclairé. En 1986, ça a été reproposé à l'Assemblée nationale par un politicien plutôt grand, plutôt blond, plutôt avec un œil de verre, qui a proposé pour les sidaïques de créer des sidatoriums et de les y enfermer. Bien évidemment, tollé général, la société en 1986 s'offusque et écarte très rapidement cette idée coercitive. De même sur le dépistage obligatoire ou systématique. Il a été envisagé à l'époque que toute visite de médecine du travail, de médecine scolaire, universitaire, donne lieu systématiquement à un dépistage. Et ça a été écarté en disant non, on va reposer sur la démarche de consentement individuel. 2 mots sur le secret, et puis j'aurais épuisé, je crois, les 4 minutes que vous m'avez accordées, mais on y reviendra alors des questions. Là encore, il y a un mot qui fait un peu saigner nos oreilles de juristes, c'est l'expression de secret médical et de levée du secret. Le secret médical n'existe plus depuis 1992. Ni le code pénal, ni le code de la santé publique, ni le code de déontologie, et on aura le point de vue du Conseil national de l'ordre, n'utilisent l'expression de secret médical. C'est pas un hasard. C'est pas juste un effet de style. C'est parce que le secret professionnel tel que défini par la loi, qui est un délit pénal, puisque sa violation peut entraîner 1 an d'emprisonnement. Ce n'est pas juste une courtoisie professionnelle consistant à pas trop bavarder dans les dîners en ville. C'est un délit pénal que de violer le secret professionnel. Ça dépasse bien évidemment le champ des médecins, puisque c'est tous les professionnels intervenants, même la secrétaire du Cégide, même le bénévole qui vient travailler au Cégide, il est dans le système de santé, il est donc soumis au secret professionnel. Ça ne porte pas que sur des données médicales, ça porte sur toutes les parcelles d'intimité que le professionnel recueille. Et bien évidemment, puisqu'on parle ici de sexualité, cette partie-là, même quand elle n'est pas strictement médicale ou liée à un diagnostic, c'est du secret. Et surtout, le partage, puisque la loi de 2002 permet désormais le partage se fait entre professionnels, pas forcément entre médecins. Il y a des médecins à qui on n'aura rien le droit de dire, bien évidemment. Ce n'est pas la qualité de médecin, c'est centré sur le patient, tout ce qui est utile, et uniquement ce qui est utile pour le patient, et avec son consentement. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire en 4 minutes, mais il y a plein d'autres questions qu'on abordera tout à l'heure. Après ces applaudissements, inutile de vous remercier. Et donc maintenant, la parole est à Jean-Marcel Mourgue. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir ainsi invité. Donc, je représente le Conseil national d'ordre des médecins, président moi-même la section santé publique. Donc, je vous ferai état un peu de l'état d'avancement de notre réflexion tel qu'il avait été porté déjà en décembre 2017, puisque nous avions été sollicités par CNSIDA pour nous exprimer sur effectivement vos travaux sur la notification partenaire. Mais enfin, permettez-moi de vous féliciter parce que la tenue d'une telle table ronde sur un sujet majeur de santé publique et qui a pu paraître polémique à certains endroits est vraiment l'expression aboutie d'une démocratie sanitaire qui réunit autant les citoyens usagers de la santé que les milieux associatifs ou encore les professionnels de santé. Alors, à vous avoir entendu, moi je ne doute pas que ce débat dégagera essentiellement, et je m'en réjouis, bien des convergences et éventuellement des nuances, voire quelques divergences, mais je n'en suis pas encore sûr, sur la notification aux partenaires. Je tiens par ailleurs à saluer la qualité de votre rapport,
avis suivi des recommandations sur la notification finalisée aux partenaires, issu de 2 ans de travaux et publié le 15 février 2018 et qui vous a été remis. Alors, à gros traits, parce que je crois que les choses ont été parfaitement dites, qu'est-ce que l'on retient et que l'Ordre des médecins, dans sa section santé publique, retient? C'est un constat tout à fait limpide. Une absence de diminution de la taille de la population qui ignore son infection, notamment pour le VIH. Un délai bien trop long entre l'infection et le diagnostic. Faut-il rappeler que pour le VIH, la médiane est encore supérieure à 3 ans, avec une réelle perte de chance pour la santé de nos concitoyens. Des populations particulièrement vulnérables dans le constat ainsi écrit, HSH, et les migrants, avec une note particulière pour les migrants, c'est qu'ils ont un accès particulièrement difficile, nous le savons tous, au système de soins. Et enfin, des personnes infectées mais non dépistées, qui restent source de la majeure partie des nouvelles infections. 2 tiers, écrivez-vous dans sans rapport, pour le VIH. Alors, venons-en à l'essentiel du débat qui nous a animés à l'Ordre des médecins, notification aux partenaires et, bon, je vais utiliser un terme obsolète, mais largement encore utilisé, du secret médical, même si bien évidemment, il faudrait parler de secret professionnel. Alors, page 16 du rapport, vous citez les recommandations des organisations européennes et internationales auxquelles on souscrit, bien évidemment, telles qu'elles sont verbalisées, formulées, nécessité de l'accord du patient index, confidentialité de la notification, soutien nécessaire au patient index pour que cette démarche soit effectuée dans les meilleures conditions. Alors, vous citiez aussi, dans les pays bénéficiant d'un système de santé à peu près équivalent au nôtre, 3 situations qui sont parfaitement retranscrites dans le rapport. Des États avec un encadrement juridique du recours à la notification du partenaire. Vous situez la Suède, mais faut-il rappeler que la Suède a une culture vis-à-vis de secret, pas seulement du secret médical, mais même du secret fiscal, qui est très différente de la nôtre. Des États qui recommandent la notification aux partenaires sur la base des guides de bonne pratique ou autres recommandations. Vous citiez dans ce rapport 3 pays, Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark, avec des dérogations possibles, et j'y reviendrai, à la règle générale du secret médical possible, à l'exception du Danemark. Je ne ferai que m'appesantir que sur ce pays-là, qui semble intéressant quand même. La démarche de notification au Danemark doit obligatoirement être proposée au patient, mais celui-ci demeure entièrement libre de son choix de notifier ou non. Un encouragement fort des autorités de santé à la notification, et à cet effet, le système de santé doit offrir un accompagnement aux modifications qui souhaiteraient notifier, avec des modalités de cet accompagnement encadrées par des recommandations de bonne pratique destinées aux professionnels au sens large du terme, que ce soit les accompagnants psychosociaux, les médecins, les infirmiers. Et enfin, on l'a dit, un 3e groupe d'États sans dispositif de notification aux partenaires systématisés, dont nous faisons partie. Alors, dans ce contexte, quelle est la position de l'Ordre? Elle se veut parfaitement consciente des réalités de santé publique, bien évidemment, indépendante de tout positionnement qui se voudrait catégoriel ou corporatiste, respectueux des libertés fondamentales de nos concitoyens, prenant enfin en compte des cultures, des historiques et des fondements juridiques différents, notamment d'un pays de l'Union européenne à l'autre. Comme vous le disiez, la jurisprudence a réaffirmé le caractère général et absolu du secret professionnel, Conseil d'État, Cour de cassation. Néanmoins, il y a des dérogations légales et autorisées. Légales, ne serait-ce que le registre des naissances et les déclarations de décès. La liste n'est pas exhaustive. Et les autorisations, c'est souvent des signalements de sévices physiques, psychiques ou sexuels des mineurs en danger, caractère dangereux des patients avec un péril imminent, très souvent en filigrane. Le contexte actuel, sur lequel nous ne pouvions pas nous exonérer à l'ordre, c'est de nombreuses tentatives de davantage légiférer sur les dérogations au secret médical. Faut-il vous rappeler le contexte des radicalisations, des attentats terroristes, où les pressions étaient très fortes qu'on revienne sur le secret médical. Des faits divers, tragiques, les transports en commun, avec notamment ce crash aérien, souvenez-vous, de la German Airwings.
Et effectivement, la position de l'ordre a dû aussi se positionner dans un contexte très particulier où les demandes de dérogation ont été et sont en multiples. Et pourquoi une demande de dérogation à ce secret médical introduite dans un sujet aussi important soit-il de santé publique, aux yeux de législateurs, n'aurait-il pas-il davantage de pertinence que des dérogations justifiées sur des éléments sécuritaires? Donc c'est bien un petit peu, si vous voulez, un contexte dans lequel nous avons aussi réfléchi. Donc ce contexte, et j'en terminerai par là, la voie de l'ordre est bien évidemment de l'exigence d'améliorer les objectifs de santé publique, de celle de maintenir le secret professionnel médical en état, qui est le socle de la confiance de nos concitoyens vis-à-vis des professionnels de santé. Pour autant, nous sommes conscients qu'il faut changer de paradigme et je me réjouis que dans les interventions antérieures ait été porté l'accent sur la formation des professionnels, une meilleure prise en charge au sens le plus large possible de la prévention primaire et secondaire, et les infections sexuellement transmissibles n'en sont qu'un maillon, le maître mot de l'accompagnement du patient. Il ne s'agit pas effectivement de parler de paternalisme qui est un terme désuet, mais de l'humanisme dont la société a tant besoin. Et effectivement, nous orientons naturellement dans cela, soit que le patient index notifie lui-même avec tout l'arsenal qui a été exposé, deuxième exposé, soit le médecin, avec la présence expresse du patient index et son accord, qui puisse aider ainsi à notifier aux partenaires. Et en cela, vous l'avez compris, c'est pour ça que je m'étais assez appesanti, l'expérience qui était relatée dans votre rapport d'un pays comme le Danemark nous semble intéressante. Merci. Merci pour cette intervention et sa clarté. Et maintenant, la parole, c'est avec plaisir que je donne la parole à Nassera Berhad. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir invité la CNIL au sein de cette table ronde. Alors, pour commencer, j'aimerais souligner l'importance pour la CNIL et le fait qu'elle est très sensible aux enjeux de santé publique qu'il y a derrière cette notification aux partenaires. Bien évidemment, cette notification aux partenaires, elle doit se faire dans le respect de la protection des données à caractère personnel et dans le respect de la vie privée des personnes. Je vais peut-être passer assez rapidement sur la notification aux partenaires réalisée directement par le professionnel de santé, parce que comme l'ont dit à de nombreuses reprises mes confrères ici, en tout cas le traitement aussi de données à caractère personnel qui pourrait être mis en œuvre pour cette finalité par le professionnel de santé serait illicite, car on a un principe de licéité dans le règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Le traitement de données doit être licite aussi bien au regard des dispositions relatives à la protection des données que des dispositions du droit en général, et donc des dispositions relatives au secret professionnel. La chose sur laquelle j'aimerais peut-être m'attarder, ce sont les outils qui se sont développés dans d'autres pays de l'Union européenne et qui auront peut-être aussi vocation à se développer en France pour pouvoir aider les personnes atteintes et diagnostiquées pour pouvoir prévenir leurs partenaires. Il faut faire une distinction parce qu'on parle beaucoup d'anonymat et on l'a vu tout à l'heure dans les slides qui ont été présentés, les outils qui mettent en avant justement le respect de l'anonymat des personnes. Donc cet anonymat, il est réel au profit, envers en tout cas les partenaires. Par contre, ça ne revient pas à dire que l'outil qui va être utilisé par le patient n'opère pas un traitement de données à caractère personnel. Bien évidemment, lorsqu'on va avoir recours à de tels outils, l'opérateur, enfin, ce qu'on appelle le responsable de traitement en informatique et liberté, celui qui va déterminer les finalités du traitement de données et les moyens qui sont mis en œuvre, va mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel. Souvent, il va collecter, par exemple, ne serait-ce que l'adresse IP ou l'identifiant du terminal mobile, par exemple, de l'utilisateur. Parfois, il va avoir recours au dépôt de traceurs ou de cookies. Bien évidemment, ce dépôt est conditionné à la collecte d'un consentement libre, spécifique et éclairé des personnes. Et en plus de cela, non seulement il va opérer un traitement de données à caractère personnel sur la personne qui va notifier, mais également sur des tiers qui ne sont pas informés de cette collecte
au moment où cette collecte a lieu, et c'est important de le préciser. Donc le fait que cet opérateur puisse collecter des données à caractère personnel va l'obliger à respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données. Tout d'abord, il y a un principe très fort de transparence. Le responsable du traitement va devoir informer les personnes, donc la personne qui notifie et ensuite les partenaires qui vont être notifiés, de la collecte et du traitement de ces données à caractère personnel. Il va devoir l'informer notamment de l'identité du responsable de traitement, des finalités pour lesquelles ces données ont été collectées, des droits dont il dispose au titre de la réglementation, ou même encore de la durée de conservation pendant lesquelles ces données sont conservées. Il est important aussi de souligner que pour collecter de telles données à caractère personnel, il sera essentiel de pouvoir recueillir le consentement, un consentement, comme je l'ai dit, libre, spécifique et éclairé du patient quant à la collecte de ces données de santé et des données sensibles. Plus généralement, étant donné que les données, par exemple, relatives à l'orientation sexuelle d'une personne sont qualifiées de données sensibles et méritent à ce titre une protection renforcée. Ensuite, bien évidemment, pour terminer, je souhaiterais aussi aborder le sujet de la confidentialité de ces données et de la sécurité de ces données qui doivent impérativement être assurées. Donc le responsable du traitement va devoir mettre en œuvre des mesures techniques, des mesures organisationnelles qui va lui permettre d'assurer le respect de la confidentialité des données qui lui sont confiées. Je pense encore dernièrement, peut-être, vous en avez peut-être entendu parler dans la presse on va dire, de l'application Grindr qui a révélé des données de santé à des services d'optimisation. Je pense qu'il est important de rappeler que la confidentialité de ces données doit être assurée à haut niveau pour pouvoir assurer la protection de la vie privée de ces personnes, notamment au regard des risques considérables que fait reposer ces traitements de caractère personnel. Merci Nacera. Avant de donner la parole à la salle, est-ce que l'un ou l'autre des intervenants souhaite reprendre la parole pour répondre à une autre intervention? Ou sinon, je donne tout de suite la parole à la salle. Oui. Juste un petit mot. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il fallait développer des outils et des outils adaptés, notamment avec les nouvelles technologies, soit des applications spécifiques, des sites internet, des systèmes pour la notification anonyme. Ça, c'est une chose. Ou par l'eau, enfin. Mais je pense que sur pour ce qui est de la notification non anonyme, il faut s'adapter aux moyens qu'utilisent ou que veulent ou que peuvent utiliser les personnes. Il va falloir que les messages, les recommandations qu'on va fabriquer, soit dans chaque association ou au niveau de la HAS, soient adaptés à tout ce qui existe. Si une personne ne veut pas notifier par SMS parce que c'est trop court ou parce qu'il y a un risque qu'un de ses partenaires voit son téléphone et que c'est plutôt WhatsApp, que c'est plutôt autre chose, là, il faudra être en totale adaptation à ces outils et adapter les messages à ça. Voilà, c'est une petite nuance. Merci. Une autre? Non. Peut-être un autre petit ajout sur l'importance finalement, sur le rôle du professionnel de santé qui serait amené éventuellement à recommander tel ou tel outil pour pouvoir notifier les partenaires. Ce professionnel de santé va jouer un rôle essentiel car il a vraiment un rôle d'éducation du patient et il doit mettre en évidence, bien évidemment, les risques que présenterait l'utilisation de tel ou tel outil. Nous, à la CNIL, on est au service de la santé. On a souvent affaire à des acteurs privés comme publics qui prennent attache avec nous durant des permanences santé, par exemple, qu'on assure le lundi et le jeudi, ou dans le cas de demandes de conseil, où on est amené aussi à accompagner ces acteurs pour qu'on puisse assurer que le traitement de données à caractère personnel qui est réalisé et mis en œuvre soit conformément aux dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et dans des mesures de sécurité qui sont adaptées à la nature du risque présenté par le traitement. Oui. Allez-y. Autant que je me souvienne,
sur Let Them Know, qui est un des moyens de notifier que Madame Suzan n'a pas montré, mais qui était dans la liste. Il y avait aussi quand même la notion à une époque, et c'était la première chose qui apparaissait, je m'étais notifiée moi-même pour tester le truc, il y avait aussi la notion de est-ce que ça a bien été validé par un professionnel de santé pour éviter le colportage d'éventuellement dénonciations calomnieuses, ou je ne connais pas le vocabulaire juridique, mais ça nous est déjà arrivé que des patients informent des contacts en disant j'ai le VIH, alors que ce n'est pas du tout vrai, parce que c'est uniquement pour nuire. Voilà. Donc il faudra faire aussi attention à qu'il ne puisse pas y avoir éventuellement ce genre de choses. Ça vous surprend peut-être, mais ça m'a été aussi relaté par plusieurs personnes. Et donc c'était forcément validé par un professionnel que l'information était vraie. Voilà. Oui, enfin, oui. C'est peut-être en effet une chose importante, mais de toute façon, compte tenu des risques croisés entre les IST, je pense qu'on peut aussi inciter à des dépistages complets d'IST. On peut avoir des messages plus larges, j'ai envie de dire, par rapport à l'infection qui a été dépistée chez une personne index. Donc il y a d'autres manières. Oui, bien sûr, mais après, nous, médicalement, quand quelqu'un a un chlamydia, je prends un exemple, il est aussi nécessaire, comme je disais au début, qu'on ait des informations extrêmement précises, parce que si on notifie pour que la prise en charge soit dysfonctionnante, des cas contacts, la notification devient un peu inutile, quelque part. Ouais. La parole est à la salle. Il y a monsieur, et ensuite. Je m'appelle Fabrice Clouseau, je suis acteur de Paris. Voilà. Il y a plusieurs interrogations qui me viennent à l'esprit. Merci monsieur Pi pour avoir remis les choses un peu à leur place. La question essentielle, c'est de quelle société nous voulons, évidemment. Et donc, vers quoi on s'achemine d'une manière aveugle ou pas aveugle, inconsciemment ou consciemment. Voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est aussi le respect de la vie privée. C'est le respect de l'autonomie des personnes. C'est le consentement éclairé. L'obligation de l'information éclairée. Voilà, tout ça est un peu passé sous le boisseau, malheureusement. Et puis, je voudrais vous dire quand même que toutes les IST ne se ressemblent pas. Toutes les IST n'ont pas le même impact dans la vie des personnes. Moi, voilà, ça fait des années que je suis séropositif. Je suis séropositif. J'ai le VIH. Mais le fait d'avoir une gonorrhée, une syphilis, ça se guérit. Le VIH, jusqu'à présent, ne se guérit pas. L'implication sociale, l'implication de l'individu dans la société, comment il est reconnu, comment il est méconnu, eh bien, c'est parce qu'il est séropo ou pas parce qu'il a une gonorrhée. La gonorrhée, ça se soigne. Donc, le sida est évidemment hautement politique. À mon avis, la gonorrhée ne l'est pas. Même si son cul est politique ou son sexe peut l'être. Alors maintenant, la question essentielle aussi, c'est, vous ouvrez pour moi une boîte de Pandore énorme. Et c'est quasiment comme si vous faites le constat que nous sommes en échec devant le VIH. La transmission du VIH. Monsieur Salomon, tout à l'heure, nous disait, avant qu'il reparte, bon, en fait, grosso modo, il faut s'accoutumer du fait qu'il y aura encore 6000 contaminations cette année. Et puis on ne parle évidemment pas des personnes les plus précaires, de celles qui ne peuvent pas sortir de chez elles, de celles qui ne peuvent pas être diagnostiquées, de celles qui ne peuvent pas se rendre dans les circuits de prise en charge, ou celles qui ne peuvent pas se rendre dans les circuits de prise en charge administratifs, notamment pour les migrants et les réfugiés. La question essentielle, c'est où est-ce qu'on en est déjà dans le VIH? Pourquoi est-ce qu'on fait ce bilan totalement funeste qui est qu'il n'y a rien à faire sur le VIH, qu'il faut se contenter de ces 6000 et quelques contaminations, et encore, on ne sait pas trop comment... Enfin, imaginons ce qui va venir. Parce que je vous précise quand même, et vous le savez très bien, que la moitié des personnes migrantes ou réfugiées sont contaminées ici, en France, parce qu'elles sont dans une précarisation énorme, et que c'est surtout les femmes qui sont les premières victimes de cette contamination-là. Comment on leur parle? Comment on notifie les partenaires? Et puis la sexualité, ce n'est pas qu'à deux. Vous l'avez très bien, enfin,
Remarquez, la sexualité, particulièrement quand c'est une sexualité homo entre mecs, elle peut être anonyme. Et comment on notifie les anonymes? Donc il y a tout un pan de ça qui me semble être absolument pas pensé, ou alors on est totalement d'ordre, comme disait un de mes camarades, de la vraie vie, et moi je vous replonge dans la vraie vie. Voilà. Et ça me semble être absolument nécessaire. Voilà. Donc, sinon, le contexte politique, vous l'avez très bien remis en place. C'est-à-dire aussi, ces données, elles sont sécurisées, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut hacker n'importe quelle donnée. La CPAM en a été victime il y a quelques mois. Donc, le problème, c'est qu'il y a un moment donné où il faut arrêter l'illusion collective du fait que les données vont être super sécurisées. Ce n'est pas vrai. Même les banques se font hacker leurs trucs. Donc, il y a, à mon avis, tout revient à où nous en sommes, quelle société nous voulons et pourquoi nous sommes en train d'être pris dans cet aveuglement collectif du tout sécuritaire et d'oublier les individus, les personnes qui sont les premières concernées, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient et quel que soit leur parcours. Merci beaucoup. Est-ce que l'un des intervenants souhaite répondre à cette... Oui. Oui, merci, monsieur, de votre intervention, parce que, sincèrement, je suis vraiment en accord avec tout ce que vous avez pu dire. Bon, après, notre exercice, et moi, j'ai largement dépassé les 4 minutes, mais était très contraint. Il y a tant de choses qu'on aurait pu souhaiter dire. Et votre intervention est très riche, parce que vous avez parlé du respect de la vie privée, du consentement éclairé, de l'information éclairée, de l'accès aux soins qui pose réellement des problèmes. Et on ne parle pas de la barrière linguistique, même chez les migrants, où il faut qu'ils aient une appropriation de l'information. C'est encore autre chose. Et effectivement, de la sécurité des données, vraiment, votre intervention était très riche et je peux que vous en remercier. Oui, je voudrais dire un mot très rapide aussi. Bien évidemment, toutes ces considérations, il faut les prendre en compte. Et c'est pour ça que tous les groupes de travail, les assos sont présents au CNS, mais dans la réflexion qu'il va y avoir à la SFLS, peut-être qu'on peut être associé. Les travaux à la HAS, les associations, les personnes qui représentent les personnes, le droit des personnes devront être présentes. Ça me paraît évident. Et qu'en effet, il va falloir concilier à la fois cette protection, cette gestion des risques éventuels, mais en même temps, rajouter un outil à la palette qui a montré son efficacité. On n'en a pas tant que ça aujourd'hui pour améliorer le dépistage, l'ultra-ciblage, c'est ce qui a été démontré. Et donc, il faut donner cette chance à la notification. C'est les deux à la fois. Il va falloir concilier les deux. Et en effet, pas faire n'importe quoi, c'est sûr. En ma qualité de membre du CNS, je crois pouvoir répondre quand même que l'ensemble des principes auxquels vous vous référez ont bien été pris en compte par le CNS quand vous parlez du respect des principes, de la vie privée, du consentement, etc., de la société qu'on souhaite. On est tout à fait en phase avec ça. Simplement, on a en vue l'intérêt de la santé publique. Mais la santé publique de façon... comment dire, en accord avec les principes. Justement, on a bien dit, on n'est pas pour un modèle suédois, donc on comprend très bien vos interrogations, mais je crois que vous pouvez être rassurés si vous lisez de manière comment dire, approfondie l'avis qui a été rendu par le CNS. Voilà. J'ai dépassé ma qualité de modérateur et je reprends tout de suite ma qualité d'animateur. Vous avez la parole. Madame. Bonjour, Ève Plenel, je dirige le projet Paris sans sida. Une remarque d'abord et puis deux questions pour Nathalie et Franck. La remarque, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'offre de dépistage du VIH, elle est de toute façon pas à la hauteur ou pas à l'échelle, malgré les 5,5 millions de sérologies réalisées chaque année en France, des besoins des populations clés. Donc, de toute façon, des solutions complémentaires, et je crois que ce dont on parle aujourd'hui, je me tourne vers le camarade d'Act Up Paris. Ce dont on parle aujourd'hui n'est qu'une solution complémentaire à, par ailleurs, une réflexion sur l'amélioration du dépistage pour baisser les contaminations. Voilà.
J'avais deux questions. Une pour le docteur Spenato. Tu as dit, Nathalie, à 2 reprises, il faut que l'information soit juste et précise pour qu'on ait la prise en charge adaptée. En même temps, tout ce qui peut permettre de ramener, même de façon pas très bien d'informer une personne vers le système de santé, vers le dépistage, est bon à prendre. Après, de toute façon, il me semble que vous, en tant que professionnel, vous allez proposer un ensemble de dépistage, vous allez proposer un bilan. Donc, dans le fond, ça ramène en tout cas, je te pose la question. Voilà. Pourquoi c'est à ce point un frein ou une préoccupation pour toi que l'information donnée aux patients soit juste? Et ensuite, ma deuxième question est pour Franck Barbier. Tu as dit, Franck, tu as décrit les débats que vous aviez à Aide, mais dans le fond, tu n'as pas tellement décrit les pratiques existantes dans l'association. Tu as dit que c'était très disparate, mais concrètement, dans un lieu comme le Spot à Marseille ou dans certains lieux de mobilisation, aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Alors, tu as dit, vous évoquez éventuellement dans l'entretien pré-TROD la question de ce serait bien d'informer si jamais c'est positif, nanana. Mais après, voilà, aussi, de manière aussi transparente que ce que Nathalie a fait sur les Cégides, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de vos pratiques? Si, enfin, au Spot. D'accord. Ça parce que tous les hommes ont été applaudis et pas les femmes aujourd'hui, c'est dommage. Nathalie Spenato. Alors désolé, Franck. Non. Alors pourquoi il nous faut... Parce que pour moi, en fait, alors c'est vrai que c'est important la notification pour d'avoir qu'elle soit efficace pour qu'un maximum de personnes puissent être dépistées, un maximum de contacts. On est d'accord. Après, pour bien dépister quelqu'un, il faut parfois, pas dans toutes les maladies, mais le VIH, non, tu as raison, j'ai été contact de quelqu'un qui a le VIH, on fait un test VIH, c'est pas le souci. Mais pour plein d'autres MST, non, bien sûr que non. Et non. Un contact, alors je ne veux pas rentrer dans le médical pur parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais quelqu'un qui est contact d'une syphilis primaire, la conduite à tenir, ce n'est pas de faire un test de la syphilis, c'est d'injecter une extensiline, par exemple. Voilà. Bien sûr, on va faire la sérologie par ailleurs, bien sûr, mais si on veut limiter la diffusion épidémique de la maladie, c'est dans toutes les guidelines, je me place sous la coupelle des professeurs d'infectiologie, voilà, c'est dans toutes les guidelines de prise en charge, c'est comme ça qu'on arrête aussi les diffusions épidémiques, bien sûr. Voilà. Et donc, il y a un certain nombre de catégorisations. Les mycoplasmes, il y en a 3 différents, il y en a 2, c'est pas du tout une MST, il y en a une, c'en est une. C'est pas du tout les mêmes antibiotiques. Ça ne se cherche pas au même endroit, pas avec les mêmes techniques. Voilà. Donc, si on n'a pas une info qui soit un minimum fiable, en fait, eh ben, alors, on va passer peut-être à côté du diagnostic, on n'aura pas demandé le bon test, on ne l'aura pas fait au bon endroit, ou on n'aura pas eu la bonne attitude d'antibiothérapie. Voilà. Et c'est là que je pense que l'écrit, je pense que c'est très, très important. Alors, je me place du côté du médecin, bien sûr, mais que la personne à qui on a notifié puisse présenter quelque chose écrit ou voilà à un professionnel de santé ou voilà qui avec les bonnes pratiques, voilà, parce que sinon on va se retrouver avec des prises en charge inadéquates et je suis pas sûre qu'on soit productif, tout simplement. Voilà. Alors, ce que je voulais préciser, c'est que oui, il y a des endroits où c'est fait et systématiquement, notamment au Spot Cégide à Marseille, avec même présentation, je ne sais pas si je l'ai dit, alors d'un autre site qui n'est pas cité là, mais qui n'était pas cité dans la présentation de Marie-Suzanne, mais qui s'appelle Down Drama Under, qui est un site australien, pour voir ce que c'est aussi, pour acculturer aussi les personnes, pour montrer ce que c'est que ces systèmes de notification qui ne sont pas encore opératoires en France. Donc il y a une discussion aussi sur le qu'est-ce que c'est qu'informer, soi-même être informé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est discussion autour de ça, parce qu'il y a vraiment aussi une question d'appropriation au-delà de la question de l'accompagnement d'une personne avec un test positif d'une IST ou du VIH, qui est très importante. Voilà. Donc c'est fait, mais pas systématiquement partout. En tout cas, on n'a pas le système de recueil qui nous permet de montrer, pour l'instant, dans notre système de données, que cette question est systématiquement traitée, comment elle est systématiquement traitée. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé d'hétérogénéité. Je ne peux pas donner de chiffres très précis, mais l'année prochaine, il y en aura. Bruno Pi. Alors, en tant que juriste, je continue à être désagréable. Je suis assez surpris que vous réfléchissiez, vous échangez sur les outils, avant même de vous poser la question de savoir quelles sont les règles et si c'est licite.
de prévenir un tiers par rapport à la relation de soins de quoi que ce soit. Parce que des états de santé à risque pour des tiers, il y en a d'autres, il y en a eu d'autres dans l'histoire du monde. Et les règles ont toujours été les mêmes. Dans le colloque singulier, c'est de l'information entre le médecin, on va dire, le médecin et son patient. Et d'ailleurs, là, il y a encore du boulot à faire, visiblement, en termes d'information, etc. Le secret ne s'entend que par rapport à un tiers, extérieur à la bulle du colloque singulier. Il y a des cas légaux, ça a été évoqué, des dérogations légales qui permettent d'avertir ou de signaler ou d'informer un tiers. On a des cas dans lesquels même le médecin est habilité, on l'a dit pour l'enfance violentée, battue, torturée, à le faire sans le consentement de personne. Il a d'ailleurs une clause de conscience. C'est très à la mode ces derniers jours, la notion de conscience. La loi lui permet, ce n'est pas une imposition, la loi lui permet d'avertir les autorités judiciaires, policières, etc. C'est dans l'intérêt du patient. Les seules exceptions connues jusqu'à présent dans l'histoire du droit et de la déontologie française sont des dérogations au secret dans l'intérêt du patient. Quant à la question des pressions de l'extérieur, parce que le secret, cette bulle qui entoure l'intimité patient, soignant-soigné, c'est pas qu'une bulle de savon, c'est aussi un bunker qui a été créé juridiquement, déontologiquement, pour créer quoi? Pour créer juste une confiance absolue dans le système de santé. Toute dérogation, chaque hypothèse de violation du secret remet en cause, certes, les individus concernés, le médecin un tel et son patient, mais ce n'est pas très intéressant, ça. C'est tout le système de santé. Et des pressions extérieures. On vient à des questions politiques. Est-ce que les enjeux de santé publique justifient qu'on sacrifie, qu'on banalise, qu'on anéantisse le secret entre un individu et un autre? On parle d'accompagnement à l'autonomie, information des personnes et l'accompagnement à la capacité à le dire. On ne parle pas de le faire à leur place. On est d'accord. La loi le prévoit depuis 2002, cette hypothèse. Alors, je n'ai pas tout à fait saisi entre l'assistance et la consultation assistée et conjointe. Il y a un cas prévu. Moi, vous me demandez mon point de vue de juriste. C'est l'hypothèse où un patient demande à ce que la consultation ait lieu avec quelqu'un en plus de lui. Ça s'appelle la personne de confiance. C'est l'article L1106 du Code de la santé publique. Chaque individu peut désigner une personne de confiance. Et si le patient le souhaite, la personne de confiance pourra l'accompagner dans le cadre d'une consultation pour l'aider à prendre des décisions, etc. Cette personne de confiance peut être un conjoint, un partenaire, etc. Mais il n'y en a qu'une, a priori, dans l'état actuel du droit. On pourrait imaginer qu'il y en a plusieurs. Je termine sur un point. Il y a juste une consultation où c'est interdit, en tout cas dans un premier temps. Il y a un cas dans lequel la loi a dit le premier temps de la consultation, c'est seul à seul, face à face, les yeux dans les yeux. Aucun tiers ne peut être là, c'est en matière de révélation d'un diagnostic génétique. Alors vous allez me dire, c'est pas la même chose, c'est pas la même transmission. Ce que je veux dire, c'est que les outils juridiques existent et que dans l'état actuel du droit, la préservation du secret, elle est plus forte que les enjeux collectifs de santé publique. Je rappellerai juste que dans le grand hall du boulevard Haussmann du Conseil national de l'ordre des médecins, il y a le télégramme de 1944, dans lequel, à l'époque, l'État de Vichy veut que les médecins signalent les terroristes, qu'on appellera par la suite des résistants. Et qu'est-ce que dit le président Porte à l'époque, de mémoire? Le secret professionnel s'impose à tous les médecins. Il n'est aucune considération qui peut nous en dispenser, fût-ce des considérations de sécurité publique, d'ordre public ou de sécurité sanitaire. Rien sans le patient, rien sans la volonté du patient. Et je termine parce que je l'ai dit à Reims il y a 3 jours et que je pense que c'est important. C'est un point de vue de juriste, ça n'engage que moi. Une médecine sans consentement, une médecine sans secret, ça existe déjà. Hein. Ça s'appelle la médecine vétérinaire. Je pense que je vais à nouveau répondre en ma qualité de CNS, de membre du CNS. Précisément, le CNS a voulu concilier son souci de la santé publique avec les principes du secret et les principes traditionnels, même tels qu'ils sont entendus en France. Ce souci est vraiment, comment dire, essentiel. Pour avoir participé depuis ces derniers temps à la construction de la vie du CNS, je peux vous dire qu'on ne s'est pas dit tout de suite oh ben, il n'y a pas de problème juridique, il n'y a aucun problème, c'est bon, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'a pas besoin du consentement. Au contraire, on a pris
plus qu'en considération. On s'est appuyé sur les principes pour voir, avec ces principes, comment, quand même, avancer vers la notification du partenaire. Parce que la notification, ou l'information, peu importe les termes maintenant, ça ne met pas en cause, tel qu'on le conçoit au CNS, ça ne met pas en cause les grands principes du consentement et du secret médical. Simplement, on veut trouver les meilleures méthodes pour, justement, ne pas les violer. Donc, enfin, peut-être qu'un autre membre du CNS pourra répondre de façon encore plus approfondie sur cette question, mais je crois que vous pouvez être rassuré. D'autres questions ? J'ai un commentaire. Enfin, oui, un commentaire. J'ai un commentaire sur le secret professionnel. Je ne comprends pas très bien, parce qu'en fait, si votre patient est d'accord pour que, éventuellement, vous informiez une personne, peut-être en mettant des précautions. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du secret professionnel, mais peut-être en mettant des précautions d'usage, en disant vous avez peut-être été en contact avec quelqu'un qui serait porteur d'une IST, etc., etc. On pourrait imaginer que ça peut marcher. Et ensuite, je voudrais juste, pour compléter ce que disait mon voisin de gauche, c'est vrai que les situations sont très multiples, en particulier suivant les IST. On s'est posé la question du professionnel, la question du patient source, mais quid de la personne, justement, qu'on va informer? Moi, franchement, je serais une jeune femme en âge de procréer, je serais très contente d'être informée, et en particulier d'être informée à 20 ans quand je viens juste d'avoir une chlamydia, plutôt qu'à 30 ans quand je suis complètement stérile. Monsieur, merci beaucoup. Non, je me disais, Guillaume Gras, président du Corévisant de Val-de-Loire, j'y voyais, pour ma part, cette notification formalisée, un moyen incroyable de relier tout un tas de professionnels ou d'associatifs autour d'une maîtrise d'épidémie. Et je ne suis pas sûr que tout le monde soit obligé d'avoir toutes les informations pour de ce fait maintenir un secret. Mais on part de la biologie, ensuite il y a les soignants, ensuite il y a les associatifs. Enfin, on pourrait, j'ai l'impression, en ville comme à l'hôpital, moi j'y vois quand même une opportunité d'amélioration nette du système. Ça me paraît évident, sans pour autant briser quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas obligé de transmettre toutes les informations à chaque niveau. Et ce que je me demandais aussi, c'était une question, c'est c'est peu importe la sexualité des personnes, ou est-ce que c'est pour des, on dit public, ou je sais pas, est-ce qu'on a certaines sexualités où ça, d'ores et déjà, on imagine tout le monde? Je crois que c'est tout le monde. D'autres questions? Monsieur? Bonjour, je suis David Zuckman, je suis médecin dans un hôpital de banlieue, je m'occupe d'infections VIH et un petit peu pour réconcilier peut-être les uns et les autres, moi ce que je constate, donc tous les jours je consulte et de plus en plus souvent des patients me disent « Ah, faites-moi un dépistage de ça parce qu'on m'a prévenu que voilà, il avait ça et j'ai eu des relations sexuelles ». Et donc c'est une constatation que je fais de plus en plus. On me dit dépistez-moi de ci, de ça, parce que voilà, j'ai été contacté. Donc je crois que la population, une certaine partie de la population, finalement s'est déjà saisie de ce concept comme ça d'information, que c'est quelque chose qui, voilà, je trouve au quotidien devient plus fréquent. Et je pense que ce qu'on doit faire nous, c'est d'encourager cela. Je crois que ce serait terrible si on mettait une chape de béton de 10 tonnes sur ce qui commence à se faire. Je crois qu'il faut encourager effectivement l'information des partenaires. Parce que c'est vrai que quand un patient me demande « dépistez-moi ça », eh ben, on le trouve. Je voudrais rajouter un point là-dessus, c'est que la transmission des IST, notamment dans certaines populations, dans certains contextes ou pratiques sexuelles, elle n'est pas linéaire, elle ne se transmet pas que de A à B, B à C, C à D, etc. Elle est circulaire aussi. Et donc, la notification aux autres, le retour de l'autre vers soi-même, etc., enfin, c'est vraiment une protection croisée permanente dans certaines situations. Voilà. Je voudrais juste revenir sur la notion de volonté et de consentement, sur la question posée. Du moment que le patient est d'accord, où est le problème? C'est ça que les gens se posent. Attention, là encore, c'est une démarche juridique. Le secret étant prévu par la loi, en l'occurrence la loi pénale, la volonté individuelle ne permet pas d'écarter la loi pénale. Et c'est pourquoi l'expression qui est dans le rapport de lever le secret sur consentement du patient est inappropriée,
puisque le patient ne peut pas écarter le code pénal et dire « entre vous et moi, docteur, il n'y aura plus de secret, prévenez ma copine, ma chérie, ma fiancée, etc. » Il ne peut pas le faire. C'est pourquoi vous avez inventé, il y a 500 ans, le certificat médical. Quand le patient veut attester de sa santé ou de sa non-santé à l'extérieur, il vient voir le médecin qui établit une photographie à l'instant T et lui remet en main propre pour faire ce qu'il veut avec le certificat, avec l'information, disons. Il peut la garder dans sa poche et n'en parler à personne, donner le certificat à son patron, à son banquier, ou le mettre sur Facebook ou sur Snapchat. Ça, c'est de la déconfidentialisation. C'est le patient qui gère sa vie privée. Mais le médecin n'écrira jamais directement, ni à l'assureur, ni au patron, ni au banquier, ni à la chérie. Jamais. Ça serait une violation du secret. Et même avec l'accord, même sur supplique du patient, il ne peut pas le faire. Il tomberait sous le coup de la loi pénale et du code de déontologie et de ses confrères. Patrick Henny. Avec un micro. Le CNS ne propose évidemment pas que le patient autorise le médecin à déroger au secret médical. Le CNS n'est pas un juriste, mais il sait que ça n'est pas possible. Donc, ceci est acquis. Nous ne recommandons pas ça, évidemment. En revanche, il est vrai que, même si on ne l'a pas écrit textuellement, certains d'entre nous se posent la question de savoir si, dans le cadre d'une évolution législative, on ne pourrait pas envisager que l'autorisation de levée du secret professionnel dans un objectif de notification au partenaire, si elle est sollicitée par le patient, puisse être obtenue. C'est ce que font les Danois. Les Danois ont un sens du secret médical qui est, je crois, aussi approfondi que le nôtre. C'est le pays le plus proche de la France pour ça. Mais, dans le cadre de la notification au partenaire, et là je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, hein, je ne dis pas ça, mais ils autorisent, le patient peut autoriser, à la demande du patient, le patient peut autoriser son médecin à notifier le partenaire du patient si le patient ne veut pas notifier lui-même. Parce que là, en revanche, ce qu'on a observé et ce qu'on voit dans la littérature, c'est que ça n'est pas facile de notifier pour tout le monde. Et il y a des patients qui voudraient bien non seulement être aidés, mais que d'autres notifient à leur place. Et se disent qui mieux que mon médecin pourrait notifier dès lors que je l'y autorise. Ça n'est pas possible en France. Nous en avons parfaitement conscience et donc nous ne recommandons pas. Mais en tout cas, on pourrait s'interroger sur la justification ou pas d'une dérogation comme celle-ci. Je ne dis pas que je la recommande. Je dis simplement qu'il me semble que c'est une réflexion intéressante. Mais je ne voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce que recommande ou non le Conseil. Il ne recommande pas aujourd'hui de se passer du secret médical dès lors que le patient aurait suggéré à son médecin d'y déroger. Madame. Moi, je voulais, tant que le micro passe, et il me semble quand même qu'à un moment, et entendant nos discussions, il me semble quand même qu'à un moment, il me semblait pas bon de grader les IST, mais pendant que vous parlez, je réfléchis à ma pratique quotidienne, aux gens que je reçois, parce que j'en reçois comme vous qui ont été notifiés quelque part. Et quand même, selon l'IST, ça entraîne parfois des grosses problématiques d'angoisse, de couple, et ainsi de suite, chez des gens notifiés. Parfois pour des choses où nous, médecins, on le prendrait différemment. Le papillomavirus, j'en guéris jamais. J'ai regardé sur Internet, je l'aurai toute ma vie. L'herpès, c'est toujours un sujet de dramatisation terrible. Voilà, donc, et ce n'est pas forcément les MST que le professionnel juge les plus graves, qui sont les plus mal vécus dans la notification. Je pense qu'il faut aussi faire attention à ça. Parce que le chlamydia, oui, c'est facile, mais d'autres choses, bien souvent, c'est très difficile, en fait. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse attention aussi à la personne qui sera notifiée, qui est un peu absente de ce qu'on dit, finalement, quelque part, quand même. Il faut réfléchir à l'accompagnement du partenaire. C'est ça. Des partenaires. Oui. Madame, et donc, ce sera la dernière intervention. La dernière question, allez-y, madame. Delphine Raïb, Santé publique France. Je vais plutôt, du coup, faire un commentaire sur vraiment le fait d'accompagner la personne dans son information vers ses partenaires. Bien sûr, vous avez tous évoqué que ça pouvait être plus ou moins facile. Il y a des études aussi à l'étranger qui montrent que selon le type de partenaire, les personnes vont avoir plus ou moins envie de le notifier, d'informer leur partenaire. Je ne sais pas quel va être le cadre de la réflexion de la HAS,
Mais j'aimerais qu'on garde en tête aussi toutes les possibilités qui peuvent aller avec cette information et qui peuvent, pour la personne infectée, faciliter cette information en permettant de ne pas se poser que comme un problème, mais comme aussi un début de solution. Il y a toutes les techniques d'expéditive thérapie, donc le fait de pouvoir, pour chlamydia par exemple, envoyer un traitement, ça se fait au Royaume-Uni. Comment est-ce qu'on va lier cette réflexion-là, par exemple sur chlamydia, au fait de pouvoir passer l'information, parce que ça va rentrer dans la formation des professionnels, il faut qu'ils accompagnent sur l'information aux partenaires. Qu'est-ce qu'on va mettre à disposition? Je pense aux autoprélèvements, qui pour les IST, les autoprélèvements à domicile, qui pourraient être liés à un outil d'information anonymisé. On pourrait proposer, si on met un code, d'envoyer ou de recevoir un kit d'autoprélèvement. Il y a des outils qui peuvent faciliter ce passage d'informations et qui peuvent l'augmenter. Et du coup, voilà, je voulais juste rappeler ça en se disant que ça peut aussi faire partie de la réflexion de la HAS. Et en tout cas, ça peut aussi faire partie de la réflexion des professionnels dans tout ce travail de formation qu'il va falloir faire pour accompagner ce nouveau cadre. S'agissant d'un commentaire, je ne pense pas qu'il appelle de réponse. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des orateurs à table ronde. Merci. Voilà, merci. Et donc les travaux reprennent dans 20 minutes.